Manotra ny arava tompolasy tompoko vavy ary falita fiaraka amintsika indray ato anatin'ity fandaharana zohy teny ity amin'ity aliny alakamisy fa 17 ny volana jolay taona 2025 sy 2024 ity fandaharana izay isan'ny andrasan'ny malagasy maro ity fandaharana androany ity araka ny fampafantarana izay efa narahantsika dia manana vahiny raha vavy isika amin'izao alina izao samy mpanao gazety eo amin'ny sehatra iray isam-pirenena mpanao gazety Gaël Borgia izay eo anivon'ny TV5 Monde eo ihany koa ny mpanao gazety Pauline Le Troquier mpanao gazety ny RFI eto Madagasikara tompolasy tompoko vavy satria moa izy ireo dia tsy mahay miteny malagasy dia hiezaka isika ny ampiresaka azy ireo amin'ny teny frantsay manontolo ao anatin'ity fandaharana ity ary izahantsika moa zany ny atsotra ny fanontaniana izay mipetraka amin'izy ireo mba ho azontsika ny tokantrano ihany koa ny valiteny izay hoentiny ireto mpanao gazety ireto ny horesantsika amin'ity androany ity dia ny raharaha Ambohimalaza izay nanaovan'izy ireo fanadihadihana manokana izay rehefa nivoaka ilay fanadihadihana dia niteraka fanehoan-kevitra maro indrindrindrindra avy amin'ireo mpanohana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao satria tahaka ny hoe mampandainga ny fitondram-panjakana malagasy ny reportage izay navoaka ny ireto mpanao gazety ireto ka izay no antony antsontsika azy amin'ity alina ity eny ary. Ce soir, donc, nous avons le privilège d'accueillir deux journalistes dont les regards acérés, le professionnalisme et le courage ont permis de mettre en lumière une affaire aussi troublante et que sensible, Pauline. Donc, Gaël Borgia, vous êtes journaliste malgache d'investigation, correspondante pour plusieurs grands médias internationaux, dont TV5 Monde. Vous êtes aussi lauréate du prestigieux prix Pulitzer en 2020. Elle est connue aussi pour son indépendance, sa rigueur et son engagement en faveur surtout de la vérité. Donc, dans un environnement parfois peu propice à la liberté d'expression. Bonjour et bienvenue, Gaël Borgia. Bonjour Arignans, merci pour l'invitation. À ses côtés, j'ai déjà parlé tout à l'heure, Pauline Le Troquier, journaliste correspondante de la Radio France Internationale à Madagascar, qui suit de près aussi l'actualité malgache avec un œil critique, précis et humain. Merci infiniment, vous deux, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Zuiten aujourd'hui. Donc, ma première question pour vous, Gaël et Pauline, est-ce que qui vous a alerté en premier sur cette affaire d'Ambohimalaza? Je pense qu'on a appris, comme tout le monde, en fait, l'affaire au moment où les décès, très vite après la fête, commencent à se succéder. Très vite, en fait, on s'est rendu sur place à la JRA. Et c'est là qu'on a pu voir, bien sûr, qu'il y avait des victimes, beaucoup de victimes, et puis la détresse des familles qui n'avaient pas d'explication à ce moment-là. À quel moment vous dites qu'il faut qu'on enquête sur ce réellement passé, l'affaire d'Ambohimalaza? Moi, c'est Pauline, en fait, qui m'alerte et qui me dit « Gaël, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Je pense que tu devrais vraiment t'y intéresser parce qu'il y a des zones d'ombre et ce serait bien qu'on enquête, qu'on médiatise ce qui se passe. » Donc c'est vraiment Pauline qui m'interpelle et qui me dit « Gaël, faisons quelque chose. » À quel moment vous êtes... Est-ce qu'il y a des signalements des familles ou une alerte médicale ou bien une intuition journalistique tout simplement? Un peu de tout ça, mais je pense que le mot juste, c'est quand même intuition, parce qu'en se rendant sur place, je l'ai dit, à la JRA, on voit immédiatement quelque chose qui saute aux yeux, c'est-à-dire une espèce d'autocensure de la part des médecins qui sont en difficulté quand on leur demande ne serait-ce que de parler des symptômes, voilà, des personnes victimes, des personnes qui décèdent, et puis là encore des familles qui nous demandent justement des réponses et qui n'en ont pas.
Et de mon côté, moi j'ai une source dans une organisation internationale qui me disait que les autorités cachaient des choses concernant cette affaire d'Ambouy-Malaz. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des lièvres à soulever, qu'il fallait que je continue de creuser. Vous avez identifié le laboratoire en France, IMLS. Pouvez-vous nous raconter qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qu'on a réussi à donc identifier, c'est le laboratoire donc, où ont été déposés les prélèvements d'une personne décédée, puisque les autorités avaient dit « nous avons envoyé des prélèvements dans un laboratoire en France », mais sans jamais donner le nom. C'est ça le problème qu'on a dans cette affaire, c'est qu'on n'a jamais de nom, ni de nom de laboratoire, ni de nom de poison, ni de confirmation par des résultats d'analyse. Et ce qu'on a essayé de faire avec Pauline, c'est de révéler des noms. Et on a commencé à former équipe, elle et moi, et à enquêter jusqu'en France. Et on a réussi, en s'acharnant pendant plusieurs jours, à trouver ce fameux nom du laboratoire qui s'appelle donc l'Institut de médecine légale de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez parler, expliquer un peu de ce laboratoire, Gaëlle? Ce laboratoire, donc c'est donc la structure qui a reçu très vite les échantillons, donc prélevés sur une personne décédée à Madagascar. On s'est rendu compte, enfin en tout cas on nous a informé au fil de notre enquête que ce laboratoire n'était pas habilité à détecter le botulisme, ce qui nous a fortement surpris avec Pauline. Donc non seulement ce laboratoire n'est pas en capacité de détecter si la personne est décédée du botulisme, et il n'a pas été non plus capable, au regard des prélèvements, de conclure à un empoisonnement. Enfin, en tout cas, rien dans les résultats n'a été malheureusement concluant. Quelles ont été vos premières sources fiables dans cette affaire? Déjà, cette affaire, elle commence quand même à Madagascar, avec des médecins qui comprennent ce qui se passe et qui très vite, en fait, nous disent, qui nous alertent et qui nous disent « Attention, c'est les symptômes typiques du botulisme, on n'a pas les moyens de le tester à Madagascar, il faut faire des prélèvements à l'étranger, mais nous, ce qu'on remarque, c'est ça. » Donc, en fait, rien de tout ça n'aurait été possible sans d'abord les médecins qui nous donnent l'alerte. Après, c'est les familles, bien sûr, qui ont accepté de nous parler, parfois dans des coins plutôt discrets, parce que c'est compliqué de parler, et elles aussi s'autocensurent, je dois le dire, quand même, parce qu'elles ont peur de s'écarter de la version officielle du régime. Donc voilà, c'était un travail de confiance, en fait, et il y a des personnes qui nous ont fait confiance ici à Madagascar d'abord, voilà. Et moi, je tiens aussi à saluer les personnes courageuses qui, malgré le climat de censure, osent nous parler, parce qu'elles prennent des risques. C'est très dur de parler ici. Voire silence. Voilà, elles se taisent, et il y a quand même des gens qui nous ont fait confiance, comme dit Pauline, et qui osent dire la vérité aux journalistes. Et j'encourage vraiment les gens à contacter des journalistes de confiance, à collaborer avec nous, parce que c'est ensemble en fait qu'on trouve la vérité. Pauline et moi, seuls, on n'aurait jamais pu faire ce travail, on n'aurait jamais pu identifier le nom du laboratoire, avoir des informations sur les résultats des analyses sans une aide en fait. Donc on a besoin du concours de tout le monde pour révéler la vérité. Est-ce que vous avez des témoins au service hospitalier? Ça, c'est compliqué de le dire. Pour une question de protection des sources d'abord, donc on va pas vous répondre, mais on s'est rendu plusieurs fois au sein de la HGRA, à l'intérieur même du service concerné, et on peut vous dire qu'on a immédiatement vu qu'on n'était pas les bienvenus et qu'on ne nous parlerait pas comme ça d'emblée. Les contacts qu'on a eus, ils sont plutôt en dehors, que ce soit les familles ou les médecins d'ailleurs. De toute façon, à chaque fois qu'on essaie d'avoir une réaction d'autorité, typiquement à l'hôpital HGRA, il faut passer par la direction. Quand on passe à la direction, il faut avoir l'aval du ministère de la Santé publique. Donc on est souvent coincé, puisque les subordonnés n'ont pas l'autorisation de parler. Donc ils nous réfèrent toujours à leur hiérarchie. Et ils le disent d'ailleurs. Moi, la première fois que je suis allée à la HGRA, le médecin qui était de garde ce soir-là, que j'ai rencontré, m'a dit il y a une seule personne habilitée à parler dans tout Madagascar de cette affaire, à l'heure où on parle, c'est le ministre de la Santé. Une seule personne. Voilà.
Pensez-vous que le choix des mots dans un reportage peut influencer sur la perception du public et surtout le déroulement de l'enquête judiciaire? On pèse nos mots, ça c'est sûr. On fait très attention à ce qu'on dit. Je pense que Pauline le confirmera, parce que nos reportages sont scrutés, parce on se sent surveillé. Moi, je fais très attention aux mots que j'utilise, parce que ça peut être mal perçu, parce qu'on peut nous accuser de diffamation. Donc, prenez chaque mot de mes reportages, ils ont été mûrement réfléchis. Je mets plusieurs heures à écrire les commentaires de mes reportages. Même si c'est un reportage de 2 minutes, par exemple. Oui. Je mets plusieurs heures pour le finaliser. Pauline, certains ont critiqué votre reportage pour un supposé manque d'objectivité. Quelle est votre réponse à cela? Ma réponse, c'est que, pareil, comme le dit Gaël, je pèse mes mots. On est obligé. On sait ce qui se passe si on ne pèse pas nos mots. Par exemple, le reportage que vous mentionnez, c'est là où on révèle que l'Institut de médecine légale de Strasbourg a été choisi par les autorités malgaches pour faire ces prélèvements. Or, il n'est pas capable de détecter le botulisme. C'est tout à fait factuel. C'est-à-dire que nous, il se trouve qu'on nous l'a appris, mais c'est une information qu'on peut trouver sur Internet. Pour vous dire à quel point c'est factuel. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de révélation. Ça, c'est quelque chose de connu, à la disposition du grand public. Donc voilà, on se base sur les faits et rien que sur les faits. En ce moment, donc, avez-vous reçu des pressions de la part de vos rédactions ou acteurs diplomatiques? Moi, je dirais pas qu'on ait reçu de pression, en tout cas pas directe, ni d'une chancellerie, ni d'une autorité malagasy. Et, pour l'instant, on nous laisse plutôt libre de travailler. Je tiens quand même à le saluer. On peut enquêter à Madagascar. Et je pense que si on nous laisse tranquille, c'est parce qu'on parle de faits. Ce qu'on dit dans nos reportages est difficilement réfutable. Comme dit Pauline, quand on explique que l'IMLS, l'Institut de médecine légale de Strasbourg, n'est pas en capacité de détecter le botulisme, c'est un fait. Quand je dis qu'il n'existe pas de sérum anti-botulinique à Madagascar, c'est un fait. Donc qui va contester des faits? Ce qu'on nous dit souvent, c'est « Ah, vous êtes de l'opposition, vous êtes piloté. » Donc, quand on diffuse un reportage qui ne plaît pas, on va nous taxer d'être dans l'opposition. Donc, c'est des accusations dont on a l'habitude, on les connaît. Et... Gaël, votre travail est parfois perçu comme trop diplomatique vis-à-vis des autorités malgaches. Pensez-vous que vous manquez de neutralité? Oui, on me dit souvent que je suis un peu offensive. Peut-être que on m'accuse d'avoir des mots durs. Mais en fait, j'estime que quand on dit des faits, quand je relate des faits, je vois pas pourquoi je prendrais de pincettes. Quand je dis que le ministre de la Santé publique n'a jamais répondu, que les personnes qui ont été autorisées à nous parler sont des subordonnés qui ne connaissent pas bien le dossier, peut-être que vous allez penser que je suis directe, mais c'est un fait. J'ai l'impression que parfois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués au journalisme des faits. Je n'ai jamais diffamé personne, je n'insulte personne. Peut-être que mon style est un peu direct, peut-être que c'est ma personnalité, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'accepte. On m'a toujours dit ça, que je suis un peu offensive, un peu peut-être agressive. Est-ce que c'est une stratégie déontologique ou une nécessité dans le contexte malgache? Non, j'ai pas de stratégie. Moi, ma seule stratégie, c'est de trouver la vérité. C'est de faire des reportages qualitatifs qui informent les gens. C'est mon seul but. J'ai aucune stratégie de manipulation avec l'opposition ou avec telle chancellerie. On m'accuse souvent d'être piloté par la France. Je nie toutes ces accusations. Je suis piloté par personne. Je suis libre.
Et, vous n'êtes pas manipulé par la France? Non, je ne suis pas du tout manipulée, ni par l'ambassade de France, ni par personne. Vous m'avez vu poser une question au président Emmanuel Macron sur les îles Éparses. Je suis celle qui lui a posé directement la question. L'ambassade de France n'est pas du tout au courant des reportages que l'on fait. Ils ne savaient pas l'enquête qu'on menait avec Pauline. J'ai très peu de contact avec eux. Vous pouvez leur poser la question. Je ne suis pilotée par personne. Je suis une journaliste libre qui fait son travail, c'est tout. En revenant sur l'enquête que vous avez menée à propos de l'affaire d'Amboumalaz, quels ont été les principaux blocages rencontrés dans cette enquête? Je pense que le blocage principal, c'est que les premiers concernés, en tout cas les autorités, refusent de nous parler. Et là encore, c'est un fait. Je parlais du ministre de la Santé tout à l'heure. Nous n'avons pas pu avoir à ce jour d'échanges directs avec lui, malgré de nombreuses sollicitations du côté de Gaël comme du mien. Ça fait quand même maintenant un mois qu'on travaille sur ce dossier, avant même d'enquêter. On traitait l'affaire en tant qu'actualité malgache. Là, déjà, il ne voulait pas nous parler. Et puis, je dois dire que les choses ne semblent pas s'améliorer. Il y a un problème de transparence, même dans l'accès aux données. Je vais vous donner un exemple. La JRA mettait plusieurs fois par jour un bilan humain des victimes d'Ambouy-Malaz sur sa page Facebook. Nous, c'était notre manière d'avoir accès et de suivre le drame. Depuis quelques jours, ce bilan n'est plus public. On ne sait pas pourquoi, donc nous n'avons plus accès, en tant que journalistes qui continuons de suivre l'enquête, à ce bilan. Ça, c'est problématique, ça pose problème. Y a-t-il eu des tentatives directes ou indirectes d'intimidation? Non. Non, franchement, à ce stade, en tout cas, personnellement, j'ai pas eu de tentative directe d'intimidation. Les critiques, on les voit, ça reste en ligne sur Facebook, mais dans la vie réelle, non. En fait, c'est pas nous qui sommes directement visés souvent. Ce sont nos sources. Ce sont les personnes qui pourraient nous parler, qui ont peur des représailles. En fait, c'est ça le problème, c'est le climat de censure qui règne. Ce sont les familles qui ont peur de parler parce que elles craignent d'avoir des représailles, tout simplement. Les médecins, par exemple, les employés des ministères, ce sont ces gens-là qui risquent, en fait. C'est pour ça que je dis que les personnes qui osent nous informer anonymement sont très courageuses. Est-ce que vous avez travaillé seul ou en équipe? Comment s'est organisée la collaboration? Ça, c'est une question très importante. Merci beaucoup, Arignans, parce qu'on n'aurait jamais pu trouver ces informations, trouver l'identité du laboratoire de Strasbourg, savoir ce que contient les résultats des prélèvements sans former une équipe. Et c'est pas que Pauline et moi, ce sont des informateurs, il y a des personnes en France qui nous aident, c'est tout un réseau qu'on a réussi à établir et qui nous aide. Et j'ai beaucoup aimé ce travail avec Pauline parce qu'on n'était pas du tout en rivalité. On a décidé vraiment de former une équipe, de se donner toutes les infos qu'on avait. On était constamment en contact et c'est ça qui nous a permis d'arriver très très vite à un résultat. Vous voyez, le gouvernement a déclaré le 9 juillet que les résultats avaient écarté le botulisme. Enfin, en tout cas, ils ont écarté le botulisme et ils ont dit que dans les prélèvements était présent un poison donc très puissant qu'on ne trouve pas habituellement dans les aliments. Et quelques jours après, on sort l'info le 12 juillet, donc quelques jours plus tard, que les résultats véritablement obtenus sont différents. Vous voyez? Donc c'est parce qu'on a été une équipe et j'encourage vraiment les journalistes à ne pas aller dans la rivalité. Souvent, on veut être le premier à avoir l'information. On essaie de mettre des pots de banane sur la route de nos collègues, etc. Et moi, je n'ai jamais pu investiguer sans l'aide d'un réseau et de mes collègues. Il faut vraiment faire un travail collectif et on devrait beaucoup plus s'allier entre journalistes, non seulement malagasy, mais aussi internationaux. Existe-t-il aujourd'hui une véritable solidarité entre journalistes d'investigation, notamment face aux pressions? Là, on est la preuve qu'on a été solidaires avec Pauline.
Donc c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Et puis aussi pour faire face aux pressions, vous avez raison, parce que on se soutient en fait entre journalistes. On se soutient dans la difficulté. Avec Pauline, c'est pas facile. Moi, j'ai fait le pied de grue à la JRA en essayant de parler à des familles. Personne n'a voulu me parler pendant plusieurs semaines. Je n'avais aucune interview. Tout le monde avait peur. Donc c'est difficile. Hein. L'enquête, c'est pas les films. Hein. C'est souvent un peu ingrat. C'est long. On est obsédé. On a du mal à dormir la nuit. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est très important d'être solidaire et de soutenir. Et je suis vraiment ravie que Pauline ait co-enquêté avec moi, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus dur. Après la publication de votre reportage, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, même les politiciens à côté du pouvoir actuel. Quelles sont donc les réactions que vous avez marquées? Je te laisse peut-être répondre. Moi, encore une fois, les réactions en ligne, elles ne m'atteignent pas trop. Déjà parce que moi, ça fait 2 ans que je suis à Madagascar, que je suis journaliste à Madagascar. Donc, je pense et je trouve, et c'est même sûr, que Gaëlle a été beaucoup plus exposée à ces critiques parce que voilà, elle a été visée pour ce qu'elle incarne, pour une enquêtrice et pour ses reportages passés qui n'ont pas plu, je pense, à travers cette affaire, encore une fois. Et je pense que c'est ça aussi le problème, en fait. Moi, c'est des réactions auxquelles je suis habituée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je publie un reportage qui dérange, il y a tout de suite des réactions, comme vous dites, de personnalités importantes, politiques ou autres. Parfois, ce sont de simples trolls, il y a de tout. En tout cas, on voit que ça crée un buzz. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je préfère que nos reportages soient vus. Ça m'inquiéterait que je publie des reportages et que personne ne les regarde et que ça crée aucune réaction. Donc tant mieux si nos reportages suscitent des réactions. Ensuite, oui, je pense que j'incarne quelque chose qui dérange. Vous disiez tout à l'heure que peut-être je suis un peu offensive, j'ai un ton un peu libre qui gêne. Je suis peut-être un peu provocatrice aussi. Ça dérange, mais voilà, c'est quelque chose auquel on est habitué. On sait que maintenant, à Madagascar, ça fonctionne beaucoup par Facebook. Et on sait l'existence des trolls. On sait qu'il y a des usines à trolls ici à Madagascar, que des gens sont payés pour mettre des posts, des mèmes, des commentaires. On le sait, ça. Donc, je ne suis pas la seule. Hein. On voit sur Facebook, les gens ne sont pas dupes. Les gens voient bien quand ce sont des trolls. Donc, voilà. Et puis aussi, je dois dire qu'il y a beaucoup de soutien. On a beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de gens qui nous encouragent à continuer, qui reprennent, qui partagent les reportages, qui ont envie de savoir la vérité. Vraiment, on est beaucoup soutenus et je suis vraiment fascinée par le goût en fait des Malagasy, en tout cas sur les réseaux, pour le journalisme, pour l'enquête. Il y a une soif de savoir et moi j'ai envie de répondre à ça. Avant de parler sur la liberté de presse à Madagascar, quelle est donc votre conclusion à propos de l'affaire d'Amboumalaza d'après vos enquêtes? Alors, déjà, nous, on ne peut pas trancher en faveur d'une hypothèse ou d'une autre, on ne le fera pas, on n'en a pas les moyens, ce n'est pas notre rôle. On est journaliste, on n'est pas médecin, on ne fait pas partie de la justice. En revanche, nous, ce qu'on révèle, ce sont les zones d'ombre, c'est le silence et c'est la non-transparence en fait qui entoure cette affaire et qui est problématique. Je pense aussi quand même aux familles des victimes qui, elles, attendent des réponses directement. Certaines ont perdu en quelques heures leurs proches et le deuil, elles le disent très bien, hein, elles le disent elles-mêmes, est impossible dans ces conditions, tellement c'est flou. Voilà, on leur répond qu'il y a un poison, mais on ne dit pas lequel. C'est très compliqué pour elle et je reviens à votre question précédente, c'est aussi pour ça qu'on le fait, qu'on enquête. C'est aussi ça notre moteur malgré les critiques en fait. C'est de penser aussi aux familles, voilà. Vous allez donc continuer toujours l'enquête dans cette condition-là?
Oui, on va continuer jusqu'à avoir la vérité. Nous, ce qui nous dérange, c'est qu'il y a des zones d'ombre, il y a des incohérences de la part du gouvernement, il y a des réponses qu'on n'a pas. On a interviewé pendant plus d'une heure la directrice de la veille sanitaire et du ministère de la Santé publique. On n'a pas eu de réponse. On a interviewé le président du laboratoire de santé LA2M. On n'a pas eu de réponse, en tout cas pas de réponse satisfaisante. Et on va continuer parce qu'on pense qu'il y a des choses qui doivent être révélées, que le gouvernement cache. On n'a toujours pas eu d'interview du ministre de la Santé publique. On trouve que c'est problématique. C'est quand même la personne, la plus haute autorité en charge de l'affaire. Donc on n'a pas de raison de s'arrêter là. Et comme le dit Pauline, on le fait aussi pour les familles. Il y a quand même de jeunes personnes qui sont mortes dans des conditions atroces. En fait, on oublie la douleur des familles. On se retrouve face à un mur gouvernemental qui ne nous donne pas tous les éléments de l'affaire. C'est quand même très grave, c'est presque insultant pour les familles, selon moi. Juste par rapport au botulisme, encore une fois, et je n'affirme pas ce soir qu'il s'agit de botulisme, je n'en ai pas les moyens. Si simplement il y a une suspicion de botulisme, faut quand même rappeler, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins qui ont étudié pour ça, que c'est une bactérie très puissante, très grave, et qui, si elle n'est pas soignée, peut conduire à la mort. Donc à partir du moment où il y a même une simple suspicion, c'est vraiment une course contre la montre dans tous les pays du monde. En France, par exemple, en ce moment, à l'heure où on parle, il y a des cas de botulisme, vous voyez ? Et à partir du moment où on les détecte, c'est une course contre la montre pour soigner les patients et pour prévenir aussi d'autres cas, identifier la chaîne alimentaire problématique. Et c'est ça qui se joue, en fait, c'est juste d'écarter cette piste. Et nous, on espère que ce ne soit pas du botulisme. Pourquoi vous insistez sur le cas d'Amboumalaz, mais il y a beaucoup d'autres cas comme Amboust, à Majinga? Oui, très bonne question. C'est vrai que c'est Amboumalaz qui a pris la lumière depuis le début de l'affaire, parce que c'est la première affaire où il y a eu autant de victimes. Mais en Boust, par exemple, on est à plus d'une quinzaine de morts au moins. Majinga, Tamatave, et dans le cas d'Ambouch, c'est vrai que les victimes présentent des symptômes similaires à ceux d'Amboumalaz. Donc, là encore, typique du botulisme, je le redis. Or, avec elle, quand nous avons interrogé les responsables du ministère de la Santé cette semaine, on nous a dit très clairement que les autorités ne faisaient aucun lien entre ces différents foyers d'intoxication alimentaire, pourtant qui présentent des symptômes communs quand on regarde. Et là encore, ce sont les médecins qui le disent. Donc voilà encore une zone d'ombre et une question qu'on se pose. Est-ce que des prélèvements ont été faits sur les patients et les victimes d'Ambouch et sinon, est-ce que les autorités sont prêtes à aussi se saisir de cette affaire? Est-ce que les autorités considèrent qu'il s'agit d'empoisonnement? Là encore, voilà les questions qu'on se pose à ce propos. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est gênant d'avoir des réponses très hasardeuses des autorités. Quand on leur demande comment vous pouvez écarter le botulisme, la responsable de la veille sanitaire nous dit on a interrogé les patients quand ils étaient à l'hôpital au tout début, et tous les malades nous ont dit qu'ils ont mangé un donut. On considère que le donut a été cuit, donc exposé à la chaleur, donc la bactérie est morte. Et donc ça ne peut pas être le botulisme. Donc ils ont des certitudes qui sont très louches, moi je trouve. Quand on demande aux responsables du ministère de la Santé, est-ce que vous faites un lien entre Amboumalaz et Ambouch? Ils disent, non, il n'y a aucun lien. C'est une personne qui a amené de la nourriture de Tamatave jusqu'à Ambouch, et donc la route était longue, et donc la chaîne du froid n'a pas été respectée, ça a été mal conservé, voilà comment ils sont morts. Donc ils ont déjà des conclusions. Et quand on leur demande, êtes-vous prêts à faire des analyses pour écarter définitivement le botulisme? Êtes-vous prêts, juste au moins pour confirmer votre hypothèse? Non, ils ne veulent pas. Vous voyez, donc il n'y a aucune réponse satisfaisante des autorités du ministère de la Santé jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher et on continue d'avoir la vérité. Les familles ne savent rien, elles ne savent pas ce qu'il est inscrit dans les constats de décès. Ils n'ont pas accès à la cause exacte du décès des membres de leur famille. Vous trouvez ça normal ? Même sur les documents, sur le protocole de traitement médical? Ils ne savent pas exactement ce que nous disent les familles. Plusieurs que j'ai réussi à interroger, ils disent, pendant la prise en charge de notre malade, le médecin dit « Ah, on les soigne seulement ».
pizza. C'est à l'oral. Il faut bien comprendre que les familles sont dans les couloirs de la JRA, qu'il y a des médecins, des équipes changeantes qui tournent et que du coup les discours changent. Une fois on leur dit on les soigne seulement, une fois on dit on a donné de la vitamine B12, ça change, c'est incohérent et ce qui fait qu'elles n'ont toujours pas de réponse à la fin. Rien d'écrit, pas de preuve écrite, pas de constat de décès, pas de protocole à suivre. Ça c'est sûr, on a essayé d'en obtenir. On n'en a pas trouvé et les familles elles-mêmes n'en ont jamais vu. Et nous, ce qu'on trouve grave, c'est que si il s'avère qu'il y a une épidémie de botulisme à Madagascar, si c'est vrai, il y a des personnes qui sont mortes alors qu'elles n'auraient pas dû mourir. Et c'est ça qui est grave, en fait, parce que ça peut devenir une non-assistance à personne en danger, puisqu'on n'a pas de preuves irréfutables que ce n'est pas du botulisme. Donc, si ça l'est, on a un problème parce qu'il n'y a pas de sérum antibotulinique à Madagascar. Et pour qu'on puisse peut-être guérir certains patients, il faudrait que le gouvernement déclare au moins un cas de suspicion de botulisme pour que l'Organisation mondiale de la santé fournisse à Madagascar le sérum. Il n'y a pas de sérum antibotulinique à Madagascar. Donc si demain vous êtes infecté par cette bactérie, affecté ou infecté, on ne peut peut-être pas vous soigner. Moi je trouve que c'est ça qui est grave. Il y a un traitement qui existe. Les personnes qui sont atteintes de botulisme en France sont soignées. Et le jour où on trouvera la vérité, le jour où peut-être on saura que c'est du botulisme, ce seront, moi j'estime, des morts criminelles. Parce qu'on n'aura pas soigné ces gens à temps. On va parler de la liberté de presse à Madagascar pour continuer. Pensez-vous que la liberté de presse est en recul actuellement ? Le classement de Reporters sans frontières a montré que Madagascar était en recul. Dans mes souvenirs, on a perdu 3 places. Donc ça, c'est un fait. En recul, je dirais oui, parce que je suis journaliste ici depuis 15 ans, et je vois que depuis quelques années, notamment depuis la période du Covid, sur certains sujets, il y a un silence, il y a une omerta, il y a des informations qui sont cachées, et je suis de plus en plus attaquée. Donc je constate qu'il est de plus en plus difficile de faire son travail de journaliste. Donc oui, je dirais qu'il y a un recul. Gaël, j'ai une question pour vous, Gaël. Si les Malgaches regardent les reportages sur TV5 Monde ou France 24, il n'y a pas des reportages qui racontent quelque chose des belles choses. Hein? Très bonne question. Oui. Ce sont des problèmes, des famines, des problèmes Mais pourquoi ce sujet ? Très bonne question, Arignans. On me reproche beaucoup de ne parler que du négatif. Moi, mon rôle est de relater les faits et la vérité. Et ce que je constate à Madagascar, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce sont comment dire, c'est-à-dire que les devoirs régaliens de l'État ne sont pas garantis. Aujourd'hui, la majorité des Tananariviens, la ville où j'habite, n'ont pas accès à l'eau courante, ont du mal à avoir l'électricité toute la journée. Là, on est bien sur un groupe électrogène, là, à l'heure où on enregistre cette émission. On est sur un groupe électrogène. Donc ça veut dire qu'on a un problème d'électricité. Donc, la réalité des Malagasy est difficile. Donc comment voulez-vous que je fasse une majorité de reportages positifs quand la réalité est autre ? J'aimerais bien, moi, faire des reportages positifs. Vraiment, je vous le dis, j'aimerais bien. Sauf que c'est difficile. Et si je fais des reportages positifs, on va me dire « Mais Gaël, t'es sûr que tu vis dans ce pays ? Mais est-ce que tu sors dans la rue ? Est-ce que tu vois les personnes qui dorment dehors, les gens qui n'arrivent pas à se nourrir, les salaires très bas, la hausse du coût de la vie ? La réalité des Malagasy, elle n'est pas positive
Donc pourquoi me demande-t-on de faire des reportages positifs? Vraiment, je ne comprends pas. Moi, je raconte la réalité. Et la réalité du pays est très difficile, malheureusement. Quand on va dans le sud, il y a des cultures qui sont détruites, il y a une invasion de criquets, il y a des enfants qui sont en état de malnutrition aiguë, sévère, et c'est grave. Quand je vais dans les quartiers à Antananarive, les gens n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas de travail, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et ça donne une mauvaise image à l'échelle internationale. Mais est-ce que c'est l'image qui m'importe, moi, en tant que journaliste? C'est pas l'image qui m'importe, c'est la vérité. Moi, mon travail, c'est de dire des faits, qu'ils soient favorables ou non au gouvernement. Ce n'est pas mon problème. C'est pas là où on m'attend. Je ne suis pas dans le département communication du ministère du Tourisme. C'est pas mon rôle. Les gens n'attendent pas ça de moi. Les gens attendent que je dise des faits et que je dise la réalité. Vous m'avez même dit tout à l'heure que sur votre page Facebook, les gens disent « Allez, Pauline et Gaël, dites la vérité ». C'est pour ça que les gens vont regarder votre émission, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc voilà. Merci à vous. RFI, on essaie quand même de donner... on traite du news RFI, c'est-à-dire il y a un sujet par jour qui passe environ. Donc nous, c'est une vraie réflexion, et ça je peux vous dire, ça vient de la rédaction à Paris, du siège, d'essayer d'inclure des sujets plus positifs, sans travestir la réalité qui, de toute façon, est dure, comme l'a dit Gaël. Moi, ça fait pas 15 ans que je suis là, ça fait 2 ans, et je le ressens aussi. On aimerait faire des reportages autres que le prix du riz augmente, autres que les inondations dans les bas quartiers qui détruisent des maisons et qui font des morts parfois. Mais voilà, quand on traite de l'actualité, ce qu'on appelle de l'actualité chaude, c'est pas toujours facile, voire impossible. Il faut les trouver, les sujets positifs. Pour conclure, que direz-vous aujourd'hui aux jeunes journalistes malgaches qui hésitent à dénoncer ce qu'ils voient par peur de dépresser? C'est une très bonne question. Moi, je n'ai pas envie de donner de leçons aux journalistes malgaches. Jamais. Parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles, je le dis souvent. Ils ont plusieurs reportages par jour à faire, une caméra pour 3 personnes. Ils sont précaires. On ne gagne pas beaucoup d'argent quand on est journaliste. Souvent, les gens fantasment un peu sur les médias internationaux, RFI, France 24, qu'on serait riche. C'est faux. Peut-être qu'on gagne un peu plus qu'un journaliste malagasy, mais on n'est pas riche. On ne fait pas ce métier pour être riche, et je pense que vous le savez. Ouais. Donc, je ne vais pas donner de leçons aux journalistes malagasy. Je les encourage parce que ce qu'ils font est très très dur dans un pays où il y a de la censure, où il y a une pression des personnes de pouvoir, où on peut très vite être intimidé, où quand on n'a pas de relais, pas de protection, pas d'argent, très vite on se laisse intimider par un ministre, par une personne importante. Donc vraiment je salue ce qu'ils font. Je les admire beaucoup. Mais qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui veut dénoncer la vérité et qui n'y arrive pas? J'en ai pas, en fait, j'ai pas de conseils. Ça peut être de travailler ensemble et par exemple de faire équipe avec nous et de se dire, puisque moi je ne peux pas révéler les infos, peut-être que je peux travailler discrètement avec Pauline et Gaël pour qu'elles révèlent quelque chose. Il y a plein de solutions à trouver, mais j'ai pas vraiment de solution. On nous dit souvent, ah oui, mais vous avez la nationalité française, vous êtes protégé, etc. Peut-être que ça nous aide, peut-être, mais il ne faut pas fantasmer sur nous non plus. Il y a des Français qui sont bien détenus. Ça arrive dans le monde. On n'a pas une protection. Moi, je ne me balade pas avec des gardes du corps. On est un peu comme vous. Mais peut-être qu'il y a un fantasme autour de nous et qu'on n'ose pas s'en prendre à nous, peut-être. J'ai pas de solution. Mais en tout cas, j'admire les journalistes malgaches et je les encourage vraiment à continuer. On va continuer notre travail, on va continuer ce qu'on fait depuis 1 mois. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose, on l'a résumé tout au long de l'émission. Et je tiens à dire que si c'est une épidémie de botulisme qui couve à l'heure où on se parle à Madagascar, c'est un problème de santé publique qui est dramatique. Et c'est là aussi la raison de notre obsession, c'est là la raison de notre acharnement en fait, c'est que on mesure à quel point c'est grave en fait de ne pas prendre en charge cette épidémie. Deuxième chose, moi je finirai par ça d'ailleurs, les familles, on passe beaucoup de temps avec.
on leur parle souvent, et je pense que ce sont aussi des victimes. Elles ne sont pas mortes, mais elles sont victimes dans cette histoire, et leur deuil est tout simplement impossible dans ces conditions. Donc voilà, je terminerai par dire que je pense à elles et qu'on fait ce travail pour elles aussi. Moi, je conclurai en disant que je remercie vraiment les gens qui nous soutiennent. C'est très important en fait pour moi qui subit beaucoup d'attaques, de critiques, etc. Et quand je vois que la majorité des gens m'envoient des messages de soutien, d'amour, ça donne vraiment envie de continuer. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal à continuer sans ça. Donc voilà, donc je remercie vraiment les gens qui osent m'écrire sur Messenger, dans les commentaires, je les vois et ça nous encourage beaucoup, ça nous donne beaucoup de force. Donc c'est ça aussi la démocratie, c'est que nous on est journalistes, souvent on est un peu seuls face à un mur gouvernemental, face à des silences, des représailles, un climat vraiment difficile et les gens nous donnent beaucoup d'amour et d'énergie, donc on les remercie beaucoup pour ça. Pauline, confirmez-vous qu'il y a la censure à Madagascar? La censure, c'est un mot un peu fort. J'ai utilisé un peu plus haut dans l'émission le mot autocensure. Là, dans le cas d'Ambouy Malas, par exemple, on voit que les gens n'ont pas de consignes. Les gens, je parle des médecins, des familles, les gens n'ont pas de consignes écrites de ne pas nous parler, de ne pas s'exprimer. Ils se censurent eux-mêmes parce qu'ils savent très bien ce qu'ils risquent. Et dans le cas des médecins, c'est des convocations, c'est des pressions, c'est des radiations, c'est d'être mutés en province, là où ils n'ont pas de famille, et recommencer tout à zéro. Ils savent ce qu'ils risquent. Ils ont déjà beaucoup d'exemples pour ceux qu'on a rencontrés. Donc je parlerai plutôt d'autocensure qui est visible à tous les niveaux, ouais, ça c'est sûr. Donc c'est la fin de cette émission. Toute l'équipe de la rédaction tient à vous remercier sincèrement. Encore une fois Gaëlle, encore une fois Pauline. Merci d'avoir accepté notre invitation et partagé votre éclairage. Merci à vous. Merci Arignanza. Energy. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy izay no vita, izay no lava, izay no fohy kasitrahan reto mpanao gazety vahiny reto izay nanaiko vahiny fandarana zoiteny tamin'ity alina ity mazava ny nambaran'izy ireo ary samy mandray isika rehetra manaraka indray saorana be dia be ihany koa ny régime antolo veloma tompoko.